Héritier de 120 €, un accident me cloue à l'hôpital. Mes parents n'ont qu'une obsession, la clé de mon coffre. Revenue avec ma sœur pour me forcer la main, elle ouvre un dossier et s'exclame « Mon Dieu !» C'est elle. Le bip lent et rythmé du moniteur fut la première chose que j'entendis avant que le monde ne reprenne entièrement forme. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores en fines rayures inégales, projetant des ombres sur la couverture blanche de l'hôpital tirée jusqu'à ma poitrine. Je pouvais sentir un goût d'antiseptique au fond de ma gorge et la raideur d'une gaze collée sur mon épaule. C'était le genre de silence qui n'est pas réconfortant, trop propre, trop répété, comme la pause dans une conversation avant que quelqu'un n'annonce une mauvaise nouvelle. Chloé, l'infirmière que je n'avais rencontrée que par bribes entre la sédation et l'épuisement, apparut dans mon champ de vision avec sa manière calme et délibérée de travailler. Elle vérifia la perfusion, jeta un œil au moniteur, puis me regarda droit dans les yeux. « Vos constantes sont stables. Vos parents sont en train de monter, dit-elle, comme si elle savait que cette information portait en elle son propre poids. Je hochai la tête, bien que mon estomac se noie. Survivre à l'accident était une chose. Être assise en face de Solange et Étienne, branchés à des machines, en était une autre. Génial. Avant l'accident, ils avaient le don de prendre n'importe quel moment, bon ou mauvais, et de le recentrer autour de leur version de ce qui comptait. Je me souvins de l'appel de Maître Delacroix 2 heures avant l'accident, sa voix vive mais chaleureuse. J'ai des nouvelles concernant la succession de votre grand-père. Nous devrions nous voir en personne. J'avais quitté la maison avec cette phrase tournant en boucle dans ma tête, imaginant comment j'allais l'annoncer à mes parents. Mais maintenant, allongé dans un lit d'hôpital, je ne pouvais me défaire du sentiment que la conversation se déroulerait différemment de ce que j'avais imaginé. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Solange entra la première, ses talons claquant sur le lino, ses yeux balayant la pièce comme si elle cataloguait les meubles. Étienne suivit, son regard se fixant sur le petit sac en plastique contenant mes effets personnels sur le comptoir, portefeuille, téléphone, un trousseau de clés mêlant laiton et acier terne. « Nous sommes venus dès que nous avons pu, » dit Solange, bien que son ton fût neutre, pas chaleureux. Elle ne demanda rien sur la douleur ou les scanners. « Où est la clé du coffre-fort de ton grand-père » Ces mots atterrirent plus brusquement que n'importe quelle aiguille de perfusion. Je clignai des yeux une fois, stabilisant ma voix. « C'est un plaisir de te voir aussi, maman. » Étienne s'avança, son ton plus doux, mais porteur du même message. « Il est important que nous gardions ça en lieu sûr. Tu as traversé beaucoup de choses. » Les mots d'un mentor me revinrent à l'esprit. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les la première fois. Je pris la mesure de leur urgence, de leur manque de curiosité pour quoi que ce soit d'autre que cette clé. L'accident n'était pas le choc. C'était ça. Je l'ai, dis-je simplement, sans en offrir davantage. Ils échangèrent un regard, le genre qui relève moins de l'accord que du calcul. Je décidai sur le champ de tenir bon par le silence. De les laisser combler le vide. De les laisser penser que j'étais trop embrumé par les médicaments pour me défendre. Chloé revint, ajustant les moniteurs avec une concentration qui semblait conçue pour m'offrir un bouclier momentané. Mes parents s'avancèrent vers la fenêtre, chuchotant à voix basse. Même sans entendre les mots, leur langage corporel parlait d'impatience, de stratégie. La vibration dans ma couverture était subtile mais insistante. L'écran de mon téléphone, qui s'était assombri, s'illumina d'un flot de notifications. Quand ils sortirent pour prendre un appel, je l'attrapai. La discussion de groupe de la famille d'abord, était en pleine effervescence. Élise, ma sœur, avait envoyé une liste à puces. Chaque point était une proposition pour distribuer l'héritage de manière responsable. Un autre cousin était intervenu. Si elle ne s'en sort pas, ça devient beaucoup plus simple. Suivi d'une série d'émojis qui pleurent de rire. Personne ne l'a corrigé. Personne n'a demandé comment j'allais. Ma poitrine se serra. Mes mains étaient froides, mais fermes, alors que je prenais capture d'écran après capture d'écran. Je les ai transférés à une adresse email sécurisée que je gardais précisément pour ce genre de situation. Ce n'était pas un choc, c'était une confirmation. Au moment où mes parents revinrent, j'avais remis mon téléphone dans le tiroir. Vous semblez tous très confiants à propos de mon argent, dis-je d'un ton léger. Solange pencha la tête, feignant la confusion. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les analgésiques peuvent te faire imaginer des choses, ajouta Étienne, affichant un air de préoccupation paternelle qui n'atteignait pas ses yeux.
Je souris faiblement. Peut-être. Ou peut-être que je suis juste attentive. Il y a un vieux dicton, trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. Je n'avais pas l'intention de leur donner une seconde chance. Chloé croisa mon regard par-dessus le bord du moniteur, son expression neutre, mais son regard constant. Une reconnaissance silencieuse qu'elle avait vue et entendue assez pour comprendre. La porte s'ouvrit à nouveau et Maître Delacroix entra. Sa présence était une autre sorte d'oxygène, mesurée, intentionnelle. Elle me salua chaleureusement, contournant la tension comme si elle avait traversé des pièces plus lourdes. « J'aimerais quelques minutes seule avec ma cliente, dit-elle, son ton ne laissant aucune place à la négociation. » Solange et Étienne échangèrent un regard vif, le genre que les gens partagent quand ils reconnaissent un obstacle. Maître Delacroix attendit que la porte se referme. Elle se pencha vers moi, sa voix basse. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur l'héritage. Mais pas ici. » Je n'avais pas besoin de plus d'explications. Je comprenais maintenant les enjeux. L'accident ne m'avait pas brisé. Il avait arraché la dernière couche de faux-semblants, laissant le champ de bataille à découvert. Alors que les pas de mes parents s'estompaient dans le couloir, je serrai plus fort la couverture, mon esprit ayant déjà 3 coups d'avance. Il reviendrait, et il viendrait avec une nouvelle tactique. La porte s'ouvrit doucement, et Maître Hélène Delacroix entra, son porte-document en cuir fermement coincé sous son bras. L'atmosphère changea instantanément. Même le bip régulier du moniteur semblait ralentir. Les postures de mes parents se raidirent. Je vis les coins de la bouche de Solange se contracter alors qu'elle tentait un sourire. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle apporte quoi que ce soit d'officiel ce soir. C'était évident. Ariane salua chaleureusement Maître Delacroix, sa voix assez douce pour que je sente son poids calme et délibéré. Elle ne jeta même pas un regard à la tentative de conversation de ma mère, se dirigeant plutôt vers mon chevet. Je surpris les yeux d'Étienne se diriger vers le porte-document. Cette petite mallette marron aurait tout aussi bien pu être une arme chargée au milieu de cette pièce. Maître Delacroix posa une main rassurante sur la barrière du lit. « Ce que je vais dire, commença-t-elle, son ton calme mais inébranlable, va tout changer. » Je regardai son visage, puis mes parents. Les yeux de Solange se plissèrent légèrement, comme un chat observant une porte s'ouvrir sur une pièce inconnue. Je pouvais presque entendre la question tacite dans leur esprit. Que sait-elle? Et comment pouvons-nous le contrôler? Pour la première fois de la journée, je sentis le premier frémissement de la véritable tempête s'abattre sur nous. Maître Delacroix ne perdit pas de temps. Le tribunal judiciaire a finalisé le traitement du testament d'Arnaud Dubois, dit-elle. Chaque syllabe tombait comme une pierre dans un étang calme. Vous, Ariane, êtes l'unique bénéficiaire de sa succession. Cela inclut les liquidités, les biens immobiliers et les fiducies, pour un total d'environ 120 millions d'euros. Solange laissa échapper un petit rire cassant, le genre que les gens utilisent pour gagner du temps. Ce doit être une erreur. Une erreur administrative, sûrement. Arnaud a toujours cru au partage équitable. Étienne se pencha en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. Ce que votre mère veut dire, c'est que ce genre d'argent doit être géré collectivement pour le bien de la famille. Je ne dis rien. Possession vos titres, me souffla une petite voix. Un vieux dicton qu'Arnaud lui-même avait l'habitude de réciter. Les yeux de Maître Delacroix ne quittèrent jamais les miens. Le testament inclut des protections. Elles sont conçues pour rendre très difficile, voire impossible, pour quiconque d'autre que vous de réclamer ses actifs. Je surpris l'éclair dans l'expression de Solange, l'incrédulité laissant place au calcul. J'avais déjà vu ça, le moment où elle réalisait que le charme seul ne lui donnerait pas ce qu'elle voulait. Le rire de Solange se transforma en un sourire forcé. Eh bien sûr, si c'est ce que ton grand-père voulait, alors nous te soutiendrons. Mais la mâchoire d'Étienne s'était crispée, le muscle pulsant près de sa tempe. Leurs regards se croisèrent. Pas le mien. Et dans ce simple coup d'œil, quelque chose passa entre eux. Pas du chagrin, pas de la joie. Un plan. Maître Delacroix passa à la logistique, expliquant que toutes les signatures se feraient en privé dans son bureau avec des témoins appropriés. Il n'y a aucune raison de se presser, ajouta-t-elle. Mais il n'y a pas non plus de raison de retarder inutilement. Nous pourrions gérer ça à la maison, suggéra Étienne. Pour que les choses soient plus confortables, loin de ces murs d'hôpital froid. Je souris faiblement. L'hôpital me convient parfaitement.
Je savais qu'il ne fallait pas leur donner l'avantage du terrain. La voix de Solange s'adoucit, mais ses yeux restèrent vifs. Nous voulons juste que tu te reposes, ma chérie. Je notais mentalement chaque changement de ton, chaque échange de regards. L'accident m'avait laissé meurtri, mais mon esprit absorbait tout. Maître Delacroix sortit pour répondre à son téléphone, me laissant seul avec mes parents. Un instant, je pensais qu'il resterait. Au lieu de cela, Solange s'éclipsa en marmonnant qu'elle allait vérifier quelque chose. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'illumina avec son nom. Elle m'appelait depuis le hall de l'hôpital. « Salut, ma chérie, comment ça t'est-elle » du sucre dans la voix. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Je sais que tout cela doit être écrasant. » Puis le revirement. « Ton père et moi, nous avons discuté. Nous pensons qu'il serait juste que tu utilises une partie de cet argent pour rembourser la maison. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est bien la moindre des choses. » Je laissai le silence s'étirer, comme on laisse une corde se détendre juste avant de la tirer brusquement. « On en reparlera plus tard, dis-je, la voix plate, et je mis fin à l'appel. C'était le premier masque qui tombait. La politesse avait disparu. La demande était à nu. J'envoyai un SMS à Junie. Il tourne déjà en rond. Je me rallongeai contre l'oreiller, fixant les raies de lumière du soleil qui perçaient les stores. Mon esprit rejouait la journée comme une partie d'échecs. La clé du coffre-fort, la révélation de l'héritage, l'appel hypocrite. Chaque mouvement pointait vers la même stratégie. M'acculer avant que je ne puisse réfléchir. Très bien. Laissez-les penser que je suis acculé. Aucun document ne quitterait les mains de Maître Delacroix sans ma présence. Aucune réunion de famille sans témoin. Chaque interaction enregistrée si possible. La voix d'Arnaud résonnait dans ma mémoire, me disant un jour, ne donne jamais les clés à quelqu'un qui a déjà essayé la serrure sans demander. Les mots de Warren Buffett s'y joignirent. Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Mes parents n'étaient pas là pour m'aider à guérir. Ils étaient là pour me démanteler avant que je ne puisse me protéger. Ils pensent que ce lit d'hôpital est une cage, me murmurai-je. Ils n'ont aucune idée que je suis en train de construire une forteresse. La porte s'ouvrit doucement. Maître Delacroix se glissa à nouveau à l'intérieur, le front plissé. « Nous devrons peut-être agir plus vite que prévu, dit-elle à voix basse. Quelqu'un a déjà essayé de demander une copie du testament. Sans autorisation. Une décharge d'adrénaline me traversa. Ce n'était pas la curiosité d'un étranger. C'était une manœuvre. Avant que je ne puisse répondre, la porte grinça de nouveau. Solange et Étienne entrèrent ensemble, leur sourire étiré trop largement, trop brillant, comme des masques portés pour une représentation. Je me redressai légèrement, ma prise se resserrant sur la couverture. Si c'est leur jeu, pensai-je, j'apprendrai les règles, puis je les changerai. Solange posa son sac à main sur la chaise. Du coin de l'œil, je vis le coin pointu d'une enveloppe en carton dépassant du haut. Ce n'était pas la sienne, et je savais exactement ce qu'elle pouvait contenir. Il était tard, et les lumières du couloir à l'extérieur de ma chambre s'étaient tamisées pour atteindre cette lueur sourde que les hôpitaux utilisent pour prétendre que le monde dort. Je savais que c'était faux. Il n'y a pas de vraie nuit ici, juste une nuance différente de mouvement constant. J'avais presque réussi à me convaincre que mes parents pourraient sauter une visite tardive lorsque la porte s'ouvrit. Solange entra la première, le sourire étiré et mince comme si elle l'avait répété dans l'ascenseur. Étienne la suivait, jetant un coup d'œil à sa montre avant même de me regarder. Leur voix était douce, comme si nous étions dans une bibliothèque, mais le courant sous-jacent était vif. « Encore réveillé » dit Solange d'un ton léger, posant son sac d'un mouvement lent et délibéré. « À peine » répondis-je, en observant la façon dont ses yeux balayaient la table, la chaise, le coin, partout sauf mon visage. Étienne se tenait près du pied du lit, les mains dans les poches. Nous ne voulions pas trop te déranger tout à l'heure. L'infirmière Chloé s'attardait près des moniteurs, feignant de vérifier une lecture, mais je pouvais dire qu'elle prenait la température de la pièce de la même manière que moi. L'air semblait fragile, comme si une seule mauvaise phrase pouvait le briser. Je pensais, on ne répare pas un vase fissuré en le repeignant. Quoi qu'il s'apprête à dire, ça n'allait pas arranger les choses. Le silence s'allongea jusqu'à ce que Solange le brise. « Tu es une malédiction, Ariane, dit-elle soudainement, sa voix assez tranchante pour couper la pièce en deux.
Tout ce qui est arrivé de mal à cette famille a commencé avec toi. Mon pouls ralentit au lieu de s'accélérer. Étienne, sentant peut-être que le coup était trop direct, ajouta d'un ton plus modéré, « Les ennuis semblent te suivre, ma chérie. » Ça a toujours été le cas. Le stylo de Chloé s'immobilisa sur son presse-papier, et pendant un instant, même le bourdonnement de la machine sembla s'arrêter. Je l'ai regardé fixement. J'ai survécu à un accident aujourd'hui et c'est ce que vous choisissez de dire. Aucun d'eux ne broncha. À cet instant, je compris avec une clarté parfaite. L'accident n'était pas la blessure qui mettrait le plus de temps à guérir. C'était ça, être réduite à une histoire qu'il pouvait raconter encore et encore jusqu'à ce que tout le monde y croie. Chloé ajusta la couverture à mon côté avec un soin qui visait plus à m'ancrer qu'à me réconforter. « J'ai besoin d'un peu d'eau », dit Solange après un temps, se dirigeant vers la porte. Étienne la suivit. Quand ils furent partis, Chloé se tourna vers moi. « Tu ne méritais pas ça », dit-elle doucement. « Je sais », lui dis-je, en gardant ma voix égale. À l'intérieur, cependant, j'enfermais les mots. « On ne peut pas changer le vent, mais on peut ajuster les voiles », disait mon grand-père. J'ai l'intention de faire exactement ça. Je pris mon téléphone et tapai un message rapide à Junie. Elle l'a dit à voix haute devant un témoin. Puis je mis mon visage dans l'oreiller, mémorisant l'expression sur le visage de Chloé. Quelque chose entre l'inquiétude et la résolution. Ce moment serait à la fois une cicatrice et une arme. Plus tard, le téléphone vibra à nouveau. Le nom d'Élise illumina l'écran avec un flot d'images, des captures d'écran d'une autre discussion de groupe dont je ne faisais pas partie. Je les ouvris. Une par une, je vis chaque mauvaise chose qui m'était arrivée, alignée comme des preuves, le travail que j'avais perdu pendant la fusion, l'accident de voiture d'il y a 3 hivers, le mariage que j'avais manqué à cause d'une pneumonie. Chaque élément était suivi de commentaires, moqueurs de la part de certains, d'un accord moralisateur de la part d'autres. Et puis la dernière ligne d'un cousin qui avait toujours été prudent avec les mots. Elle est maudite. Papa et maman avaient raison. Je le lus 2 fois, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je voulais sentir à quel point c'était froid. Chaque réponse réduite au minimum. Moins j'en donnais, plus ils combleraient avec leurs propres suppositions. Je n'allais pas leur donner la satisfaction d'une réaction visible. Les mots d'Eleanor Roosevelt me vinrent à l'esprit, « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement ». Je n'allais pas signer ce formulaire de consentement ce soir. Laissez-les penser que je n'étais pas affecté. L'excès de confiance rend les gens négligents. Le téléphone d'Étienne sonna. Il sortit dans le couloir pour prendre l'appel. Je pouvais entendre des bribes, documents. Avant qu'elle. Pas encore signé, avant que la porte ne se referme. Chloé se rapprocha, glissant un petit post-it sur mon plateau. Dessus, d'une écriture soignée, se trouvait son numéro personnel. « Si vous avez besoin d'un témoin, appelez-moi », murmura-t-elle. Je hochai la tête, le glissant dans le tiroir. Pour la première fois depuis des heures, une lueur d'espoir me réchauffa. Tout le monde n'achetait pas l'histoire qu'il vendait. Solange se pencha pour redresser la couverture. « Nous reviendrons à la première heure demain matin », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je les regardais partir, le couloir avalant leur voix, et me murmurai, « Demain, je commence à renverser la situation. » La porte s'ouvrit à 6 heures précises, le bruit de la poignée qui tournait me tirant de la légère somnolence que j'avais réussi à trouver après une nuit agitée. Les stores étaient encore principalement fermés. La pièce était éclairée par de minces et réticentes lueurs de lumière matinale. Il n'y eut pas de coup frappé, juste l'invasion silencieuse de l'espace à laquelle je m'étais habitué depuis l'accident. Élise se tenait dans l'embrasure de la porte, un grand dossier en carton à la main, son expression aussi plate que le couloir incolore derrière elle. Solange la suivait de près, impeccable comme toujours, Étienne à ses côtés. Les rentra avec eux, frais et déterminés. Ce n'était pas une visite. C'était une réunion. Ils ne m'ont pas salué. Pas vraiment. La bouche d'Élise se courba en quelque chose qui ressemblait à un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Tu es réveillé ?» dit-elle comme si cela avait de l'importance. Chloé, qui venait de commencer son service du matin, planait près des moniteurs. Elle ne se dirigea pas vers le lit, mais resta assez proche pour saisir ce qui allait se dérouler. Je restai silencieuse. Le premier à parler dans une négociation perd souvent, me rappelai-je. Je les laissai se tenir là, dans leur arrangement soigneusement orchestré,
attendant leur premier mouvement. Élise s'avança, sortant une liasse de papier du dossier. Le léger bruissement du document sembla plus fort qu'il n'aurait dû dans le calme de la pièce. C'est juste pour s'assurer que les choses sont gérées pendant que tu te reposes, commença Solange. Sa voix s'adoucit pour prendre un ton de sollicitude maternelle que je l'avais vu déployer lors de déjeuners de charité et d'enterrement. Elle sortit un mouchoir, tapotant le coin de son œil comme si la seule pensée de ma situation était trop pour elle. Élise posa les papiers sur mes genoux, soigneusement agrafés, le titre en haut en gras, procuration. Étienne se pencha légèrement, son doigt tapotant la ligne de signature. Tu signes ça, et tu peux te concentrer sur ton repos. Nous nous occuperons de tout le reste. Je parcourus les paragraphes. Un langage juridique dense qui, une fois dépouillé de son cadre poli, leur donnait un contrôle étendu sur toutes les questions financières, les comptes, les biens, l'héritage, tout. Si vous me faites assez confiance pour hériter, dis-je d'un ton égal, en regardant directement Solange, vous pouvez me faire assez confiance pour le gérer. Son sourire se crispa, le mouchoir maintenant immobile dans sa main. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je fis glisser les papiers vers Élise sans les regarder à nouveau. Non, répondis-je. Je les rends aussi clairs qu'elles doivent l'être. Chloé s'avança sous le prétexte de vérifier mes constantes, se positionnant entre moi et le document. Elle posa une question sur ma tension artérielle d'un ton qui ne laissait aucune place à une persuasion juridique supplémentaire. Des éclats de voix ici seraient des munitions, la preuve que j'étais irrationnel ou inapte. Au lieu de cela, je laissai le silence s'installer jusqu'à ce qu'il bouge mal à l'aise. Je voulais qu'il parte incertain, se demandant si j'avais plus de poids qu'il ne le pensait. Ils commencèrent à rassembler leurs affaires, murmurant entre eux. Alors que Solange soulevait son sac de la chaise, un éclat d'argent attira mon œil. Je connaissais cette courbe, ce bord gravé. C'était la montre de gousset de mon grand-père, celle qu'il m'avait donnée quand j'avais eu mon diplôme. Elle était dans mon appartement avant l'accident. Pourquoi la montre de grand-père est-elle dans ton sac, demandai-je, ma voix calme mais sans équivoque. Elle se figea juste assez longtemps pour confirmer ce que je savais déjà. Je l'ai trouvée dans le garde-meuble. Je pensais la garder en sécurité pour toi. Je ne pris pas la peine de contester le mensonge. Je l'archivai, l'ajoutant à la liste croissante dans ma tête. S'ils prennent ça, ils prendront n'importe quoi. Quand ils partirent, je pris mon téléphone et tapai à Maître Delacroix. Ils ont tenté une procuration ce matin. Ont aussi pris la montre. Sa réponse fut rapide. Ne signez rien. Je vais organiser la sécurité pour les objets personnels. Je glissai la petite enveloppe de l'hôpital contenant mes affaires sous mon oreiller, portefeuille, téléphone, clé. Hors de portée de quiconque sauf moi. Les biens sont éphémères. Les principes sont permanents, pensai-je, en commençant une nouvelle note sur mon téléphone intitulée « Une ligne qu'ils ont franchie ». La montre était en haut de la liste, suivie de la manœuvre du document de ce matin. Chaque incident était une autre brique dans le mur que je construisais contre eux. Chloé revint peu de temps après, tenant un petit morceau de papier entre ses doigts. Elle le posa sur mon plateau, son écriture nette et délibérée. Je l'ai vu la prendre. Si vous avez besoin que je témoigne, je le ferai. Je croisai son regard. Merci, dis-je doucement. De la gratitude, oui, mais aussi la reconnaissance que des témoins comme elle pourraient faire pencher la balance au moment crucial. Le calme ne dura pas. Mon téléphone vibra. Le nom d'Élise brillait sur l'écran. Je l'ouvris pour voir l'aperçu de son message. Tu nous forces la main, Ariane. Nous ne pouvons pas te laisser tout gâcher. Je le fixai un long moment avant de verrouiller l'écran. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de contrôle. Qui le détenait et jusqu'où ils iraient pour le garder. J'étais à moitié incliné, essayant de me perdre dans le bourdonnement silencieux des machines quand personne ne frappa. La porte s'ouvrit à la place, et entrèrent Solange et Étienne, habillés comme s'ils se rendaient à une réunion de conseil d'administration. Tous deux portaient des chaussures cirées et des expressions affûtées, le genre qui signifiait les affaires, pas le réconfort. Maître Delacroix était déjà dans le fauteuil près de mon lit, une pile de papier bien ordonnée sur ses genoux. Elle ne se leva pas, mais un de ses sourcils se haussa à leur apparition soudaine. « Vous ne m'aviez pas dit que nous attendions de la compagnie, murmura-t-elle, ses yeux se tournant vers moi. Je ne le savais pas. L'air dans la pièce changea comme il le fait lorsque les nuages passent devant le soleil. Chloé était là aussi,
faisant semblant de mettre à jour mon dossier, bien que je sache qu'elle notait chaque détail. Étienne commença par le genre de banalité qui ressemble à une mise en scène. Nous pensions venir voir comment tu tenais le coup aujourd'hui, dit-il, souriant juste assez pour montrer les dents, mais pas la chaleur. J'ai assisté à suffisamment de négociations pour savoir que le timing est une tactique. Ce n'était pas une coïncidence. Ils étaient habillés, préparés, et ici pour quelque chose de spécifique. Pendant qu'Étienne continuait son bavardage, demandant des nouvelles de la nourriture, des niveaux de bruit, Solange posa son sac sur la chaise d'appoint. Je perçus le léger frottement d'un dossier glissant contre le cuir. Le coin de celui-ci dépassait juste assez pour que je voie le papier à l'intérieur. Du papier vélin crème, épais, avec un monogramme en relief dans le coin. AD, le papier à lettres de mon grand-père. La vue me secoua. Je le connaissais aussi bien que ma propre signature. Arnaud l'utilisait pour les lettres dont il voulait qu'on se souvienne. C'est de grand-père, demandai-je, en gardant un ton désinvolte. La main de Solange s'immobilisa une demi-seconde avant qu'elle ne repousse le dossier dans le sac. Juste de vieux papier, dit-elle, la voix légère, les yeux fuyants. Je soutins son regard un instant de plus, puis le laissai tomber, du moins en apparence. À l'intérieur, je l'enregistrai dans le registre grandissant des choses qu'il me cachait. S'il y a quelque chose de lui qui m'est destiné, dis-je après une pause, j'aimerais le lire. Il avait toujours une façon de rendre les choses plus claires. Ses lèvres se serrèrent. On en parlera plus tard, dit-elle, ce qui était ce qui se rapprochait le plus d'un nom devant Maître Delacroix. Étienne intervint en douceur. Pour l'instant, concentrons-nous sur la gestion des choses en famille. Je ne rompis pas le contact visuel avec Maître Delacroix. Elle fit le plus petit des hochements de tête, une confirmation silencieuse qu'elle avait vu ce que j'avais vu. Les secrets ont un poids, et tôt ou tard, ils finissent par passer à travers les mailles du filet. Avant que le silence ne puisse s'étirer trop loin, la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme en costume sur mesure entra, présenté comme étant là pour aider à la transition, leur avocat. Il portait une seule feuille de papier sur un presse-papier, souriant de cette manière polie que les avocats ont lorsqu'ils s'apprêtent à vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. C'est juste une autorisation temporaire, expliqua-t-il, pour que votre famille puisse gérer les affaires urgentes pendant que vous vous rétablissez. Cela vous évitera beaucoup de stress. Je tendis la main pour le prendre. Le langage n'était pas temporaire. Il était général, plus dangereux que la tentative de procuration. Pleine autorité sur les finances, les actifs, et même mes décisions médicales. Le stress, dis-je en le lui rendant, vient du fait de donner les mauvaises clés aux mauvaises personnes. L'avocat eut un petit rire poli comme si je plaisantais. Solange et Étienne non. Chloé se rapprocha de mon chevet, un mur silencieux entre nous. Je repris le papier, le pliai soigneusement et le posai sur la table d'appoint sans le signer. Rien ne sera signé tant que mon avocate ne l'aura pas examiné, dis-je simplement. Solange rit, un son cassant. Nous sommes une famille. Il n'y a pas besoin de ça. C'est exactement pourquoi je suis prudente, répondis-je. Le sourire de l'avocat vacilla très légèrement. Celui de Maître Delacroix non. Si quoi que ce soit, elle semblait réprimer son approbation. Je gardai un ton égal, ne leur donnant aucune explosion à déformer contre moi. Le moment passa, mais la tension ne se dissipa pas. Alors qu'ils commençaient à rassembler leurs affaires, je le revis. Ce léger coup d'œil que Solange jeta vers son sac, celui qui contenait ce que j'étais maintenant certaine être une lettre d'Arnaud. Quand la porte se referma derrière eux, Maître Delacroix se pencha. Nous parlerons ce soir, en privé. Je hochai la tête, me laissant retomber dans les oreillers, l'image de ce papier monogrammé gravé dans mon esprit. Si Arnaud m'avait écrit, cela pourrait expliquer pourquoi j'étais l'unique héritière et pourquoi il travaillait si dur pour me mettre à l'écart. Mon téléphone vibra après leur départ. Un SMS de Junie illumina l'écran. Je crois que j'ai trouvé quelque chose dans l'ancien bureau de grand-père. Appelle-moi. La pièce sembla se préciser autour de moi. Quoi qu'elle est, ça n'allait pas rester enterré, et moi non plus. La matinée fut la première depuis des jours à ne pas commencer par le son des voix de mes parents se déversant dans ma chambre avant le lever du soleil. Le couloir était plus calme aussi, juste le bourdonnement lointain des roues sur le carrelage et les bips étouffés d'autres moniteurs. Je laissai mes yeux fermés un instant de plus, essayant de décider si le calme était réel ou simplement une pause avant la prochaine vague. Quand je les ouvris enfin,
Chloé entrait avec son presse-papier habituel, mais sa démarche était plus lente aujourd'hui. Elle me lança un bref bonjour, puis jeta un coup d'œil vers la porte avant de se rapprocher. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle s'attardait près du rideau qui me disait qu'elle n'était pas seulement là pour vérifier ma tension. Parfois, le silence n'est pas la paix, pensais-je, en la regardant scanner la pièce comme pour s'assurer que nous étions seuls. C'est juste l'œil du cyclone. Je décidai de ne pas gaspiller cette accalmie. Si mes parents n'étaient pas encore là, c'était le moment de faire le point et de resserrer les rangs avec mes alliés. Je pris mon téléphone sur le plateau, voyant 2 SMS non lus de Maître Delacroix et un appel manqué d'un numéro inconnu avec un indicatif de Genève. Les yeux de Chloé se posèrent sur le téléphone, puis sur moi. J'ai entendu quelque chose la nuit dernière, commença-t-elle à voix basse. Et vous devez le savoir avant qu'il ne revienne. Elle me raconta qu'elle était au poste des infirmières quand Solange et Étienne étaient passés, leur voix portant juste assez pour qu'elle saisisse des mots comme instable et autorité légale. Ils discutaient d'un plan pour me faire passer pour trop diminué pour gérer mes affaires, un moyen de justifier la prise de contrôle de la succession. Je peux rédiger un rapport d'incident, proposa-t-elle. Sur ce que votre mère a dit dans cette pièce, sur la montre, surtout. Je la fixai, frappé par le risque qu'elle prenait. Une infirmière témoignant officiellement pourrait être un tournant si cela arrivait un jour au tribunal. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, dit-elle, son ton ferme maintenant. Utilisez-le avant qu'il ne le fasse. Merci, répondis-je, le pensant plus que je ne pouvais le montrer. Dans ce genre de combat, même les petits actes de vérité comptaient. C'était le premier morceau de terrain solide qu'on m'offrait entre ces murs. Quand elle sortit pour commencer sa tournée, je rappelai le numéro manqué. Ariane ? La voix était chaude, plus âgée, et instantanément familière une fois qu'elle eut dit son nom. Céline Corot, la voisine de mon grand-père à Genève. Elle expliqua qu'elle avait entendu des bribes de ragots sur le conflit de l'héritage, mais ce n'était pas pour ça qu'elle appelait. Votre grand-père m'a dit pourquoi il vous a tout laissé, dit-elle. Il a dit que vous compreniez la valeur au-delà de l'argent. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde dans votre famille peut prétendre. Je serrai un peu plus fort le téléphone. Céline continua en me racontant une visite de Solange et Étienne quelques années auparavant, essayant de convaincre Arnaud de mettre la maison et les terres à leur nom. Il avait refusé sans hésitation. Il me l'a dit juste après, dit-elle. Il préférait le laisser à quelqu'un qui respectait le travail nécessaire pour le gagner. C'était vous. La validation me frappa plus fort que prévu. Je me défendais depuis des jours, mais c'était la preuve que je n'avais pas imaginé sa foi en moi. Si jamais vous avez besoin que je dise ça à quelqu'un d'officiel, je le ferai, ajouta-t-elle. Nous nous sommes dit au revoir, et je me suis rassise, laissant la conversation s'installer. Entre le rapport de Chloé et le témoignage de Céline, les contours de ma défense, et peut-être plus qu'une défense, commençaient à se dessiner. Ils réécrivent l'histoire, pensais-je. Mais grand-père m'a inscrite dans la vérité bien avant tout ça. J'envoyai un SMS à Maître Delacroix à propos de l'offre de Céline. Sa réponse arriva rapidement. Chaque témoin compte. Verrouiller les taux. Dans ma tête, je commençais à cartographier le réseau, Maître Delacroix pour le juridique, Chloé comme témoin à l'hôpital, Céline comme témoin de moralité. Il ne s'agissait plus seulement de tenir la ligne. Je me préparais à une offensive. À partir de ce moment, j'enregistrerai chaque appel, conserverai chaque bribe de preuve. Je sortis l'application de notes et tapai un titre non négociable. Pas de signature de documents sans avocat, pas de réunion privée sur leur terrain. Documenter tout. Les mots de Michelle Obama résonnèrent dans mon esprit. On ne peut pas prendre de décision basée sur la peur et la possibilité de ce qui pourrait arriver. Je n'allais pas laisser la peur dicter la prochaine étape. En regardant la liste, je sentis le passage de la réaction à la dictée de mes propres termes. C'était ma vie, mon héritage, et ça se réglerait selon mes termes. Je me permis même d'imaginer l'expression sur le visage de Solange quand elle réaliserait que chaque mouvement discret que j'avais fait avait resserré un filet autour de leur combine. Le téléphone sonna de nouveau, me tirant de mes pensées. Le nom de Junie remplit l'écran. Je suis à Genève, dit-elle sans préambule. Tu dois entendre ça. Il y a quelque chose dans le bureau dont ta mère n'est pas au courant. Mon pouce accéléra. Quel genre de chose ? Je ne le dis pas au téléphone, répondit-elle. Mais ça pourrait être lié à ce que tu cherches. Avant que je puisse insister, Chloé revint.
Vos parents viennent d'arriver, dit-elle doucement. Et ils ont amené quelqu'un de nouveau. Un homme en costume. Je terminai l'appel, glissai le téléphone dans ma poche, et me redressai. Quoi que ce soit qui allait franchir cette porte, j'étais prête à y faire face. Au moment où je me suis garé dans la longue allée en briques de la maison de Solange et Étienne, la lumière du soir s'était refroidie pour prendre cette teinte orangée douce qui rend même un terrain hostile faussement chaleureux. La porte d'entrée s'ouvrit avant que je ne l'atteigne, comme s'il m'avait attendu. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le vernis et quelque chose de trop sucré. Une tarte aux pommes, du genre achetée en magasin. Chaque mur du couloir était tapissé de photos encadrées de mes frères et sœurs, remises de diplômes, mariage, voyage à la plage. Mon visage n'y figurait pas. Pas une seule fois. Le salon était agencé comme un décor. Des chaises orientées vers un mur blanc où un projecteur portable attendait un dîner de famille. C'était une pièce maîtresse étrange. Mon téléphone enregistrait déjà dans ma poche. Les mots de Maître Delacroix de ce matin la résonnaient dans ma tête. Observez. Ne réagissez pas, laissez-les se pendre eux-mêmes. Ils me guidèrent vers le canapé avec une politesse si fine qu'elle était transparente. Les autres parents étaient dispersés dans la pièce, chacun tenant un verre. Les conversations s'interrompirent en silence lorsque je m'assis. Quand les lumières s'éteignirent, Élise prit la télécommande. Nous avons préparé une petite présentation sur l'héritage familial, annonça-t-elle. Les premières diapositives étaient assez inoffensives. De vieilles photos de nos grands-parents, la maison à Genève, les vacances en famille. Puis mon visage remplit l'écran, accompagné de légendes en gras, mauvais jugement financier, antécédent d'instabilité. Je gardai un regard fixe. Étienne gloussa en secouant la tête. Ça montre juste à quel point on a de la chance quand les bonnes mains gèrent les bonnes ressources. Je penchai légèrement la tête. Où avez-vous obtenu ces informations? Solange intervint avant qu'Élise ne puisse parler. C'est juste pour le contexte, ma chérie. Ne le prends pas si au sérieux. Autour de la pièce, quelques parents bougèrent sur leur siège, leur malaise aussi visible que la lueur de l'écran. Je savais que certains d'entre eux se demandaient si la diapositive avait dépassé les bornes. Je me suis calé en arrière, laissant la lumière du projecteur m'inonder, mon expression indéchiffrable. À l'intérieur, je pensais déjà à la propreté avec laquelle cette vidéo s'intégrerait dans une plainte pour diffamation. Quand la présentation se termina, je m'excusai pour aller dans le couloir. Mes doigts bougeaient vite, envoyant un SMS à Maître Delacroix. Ils viennent de mettre une diapo me dépeignant comme instable. Nom complet et photo. Sa réponse arriva presque instantanément. Parfait. C'est attaquable en justice. Gardez tout. Un nouveau message de Junie apparut. Quelque chose ne va pas dans ton entreprise. Appelle-moi quand tu peux. Je rangeai mon téléphone et retournai dans la pièce, gardant la bouche fermée, laissant la tension respirer. Ne te bats pas avec les cochons. Vous vous salissez tous les deux et le cochon aime ça, me rappelai-je. Plus tard, dans le calme de ma voiture, j'appelai Junie. Elle ne perdit pas de temps. Véron a appelé tes clients, dit-elle. Il a dit à l'un des plus gros, elle ne reviendra pas après l'accident. Il a demandé s'il serait ouvert à transférer le compte. Je pressai ma main contre le volant. Et ils t'ont appelé? Ils m'ont appelé parce qu'ils pensaient que je saurais si tu démissionnais, ce que je ne sais pas parce que ce n'est pas le cas. Non, dis-je, la voix ferme. Ce n'est pas le cas. C'était presque impressionnant, d'une manière calculée. Attaquer ma crédibilité personnelle et ma réputation professionnelle d'un seul coup. La campagne de dénigrement n'était pas aléatoire. Elle était coordonnée. Je m'en occupe, lui dis-je. En rentrant chez moi, j'ouvris mon ordinateur portable et écrivis un email détaillé à Maître Delacroix, le diaporama, les légendes exactes, le commentaire d'Étienne et le récit de Junie sur l'ingérence de Véron. Je joignis le fichier vidéo de mon téléphone. Sa réponse, témoin de l'hôpital plus diffamation familiale plus ingérence professionnelle égale levier puissant. Continuez à collecter. Ensuite, je rédigeai un court message à mon réseau professionnel. Calme, factuel et entièrement selon mes termes. J'expliquais que j'étais en convalescence, toujours actif dans tous mes engagements, et que toute demande d'information sur ma démission était fausse. Contrôlez le récit avant qu'il n'en écrive la fin. J'appuyai sur envoyer et sentis le changement. Pour la première fois dans ce pétrin, je jouais sur mon propre terrain.
Le dîner se termina sans autre pique ouverte. Je pris mon manteau, me dirigeant vers la porte. Solange m'intercepta, ses lèvres se courbant en ce sourire narquois qu'elle avait répété. « J'espère que tu as apprécié le spectacle. » Je croisai son regard. « Oui. Je vais en garder une copie. » Dehors, l'air était frais. Le genre qui vous réveille. En partant, je réalisai que le combat avait dépassé l'argent. Il s'agissait de mon nom, de ma vie, et je ne céderais ni l'un ni l'autre. Mon téléphone sonna, un numéro inconnu. Je répondis, et la voix d'un homme se fit entendre. « Nous devons nous rencontrer. Je sais ce que votre grand-père voulait que vous trouviez. » La journée a commencé par un SMS de Maître Delacroix avant même que j'aie touché mon plateau de petit déjeuner. La réunion du conseil municipal de ce soir sera bondée. Ils ont rallié du monde. Nous devons être prêts. J'ai mis le plateau de côté et attrapé mon téléphone, revisionnant la vidéo de la diapositive diffamatoire du prétendu dîner de famille. Puis j'ai relu le message de Junie sur Véron qui me sapait au travail. Les deux pièces s'emboîtaient parfaitement dans le même puzzle. Ce n'était pas juste une querelle de famille. C'était une campagne. Le téléphone a sonné et le nom de Céline est apparu. « Je serai là ce soir », a-t-elle dit sans préambule. « Si vous avez besoin que je parle, je le ferai. »« Je pourrais bien vous prendre au mot », lui ai-je dit. 1 heure plus tard, Maître Delacroix est arrivé à l'hôpital. Elle a posé une enveloppe matelassée sur ma table. « D'Arnaud », a-t-elle dit doucement. Le cachet de la poste était daté de plusieurs semaines avant sa mort. Je l'ai retourné dans mes mains, sentant le poids de ce qu'elle pouvait contenir. Mais je n'ai pas brisé le sceau. Pas encore. S'ils veulent un public, ai-je pensé en la glissant dans mon sac, je leur donnerai un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Le soir venu, la salle communale de Genève bourdonnait comme une ruche. Des chaises pliantes remplissaient chaque recoin, le faible murmure des conversations s'estompant chaque fois que je passais devant un groupe de voisins. Solange et Étienne étaient assis au premier rang, parfaitement encadrés sous les néons. Solange portait une veste cintrée de la couleur de l'ardoise mouillée. Étienne avait son bras négligemment drapé sur la chaise à côté de lui, s'appropriant l'espace. Élise était assise à sa droite, faisant défiler son téléphone comme si elle avait un endroit plus important où être. La réunion a commencé par des mises à jour budgétaires et des approbations de zonage, le genre de routine civique qui fait s'écarquiller les yeux. Puis Solange a levé la main. « J'aimerais aborder une question qui est devenue pertinente pour notre communauté », a-t-elle dit, sa voix portant facilement. Ces mots étaient une leçon de maître en matière d'insinuation, me dépeignant comme instable, faisant allusion à ma convalescence difficile, remettant en question si la succession était entre des mains responsables. J'ai gardé mon visage impassible, balayant les rangs jusqu'à ce que je trouve Céline au fond, les bras croisés, le regard fixé sur l'estrade. Maître Delacroix se tenait près de la porte, indéchiffrable mais prête. Quand Solange a terminé, je me suis levé. « Puis-je répondre ?» Le président a hoché la tête et je me suis dirigé vers le microphone. « J'aimerais que vous entendiez tous quelque chose », ai-je dit en sortant mon téléphone de ma poche. J'ai appuyé sur lecture. L'audio, petit mais clair, a rempli la pièce. La voix de Solange disant « Tu es une malédiction, Ariane. Tout ce qui est arrivé de mal à cette famille a commencé avec toi. » Puis l'accord silencieux d'Étienne. L'atmosphère a changé. Des chuchotements ont ondulé comme le vent sur les hautes herbes. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai dit « C'est ainsi qu'il parle quand il pense que personne n'écoute. » Du coin de l'œil, j'ai vu Élise se figer. Véron se pencher en avant comme s'il allait se lever. Solange a ouvert la bouche, mais le président du conseil a levé la main. Elle a la parole. J'ai sorti l'enveloppe scellée de mon sac. Mes doigts ont glissé sous le rabat. Le bruit du papier qui se déchire était fort dans le silence. C'était l'écriture d'Arnaud, ample et sûre. J'ai lu à haute voix, des éloges pour mon intégrité, les heures que j'avais passées à l'aider avec la propriété, sa confiance en mon jugement, puis la ligne qui a fait se crisper la mâchoire de Solange, comment il avait refusé de mettre la maison ou les terres à son nom et à celui d'Étienne en raison d'une conduite passée incompatible avec la gérance. Quand j'ai terminé, j'ai plié la lettre une fois et l'ai remise dans l'enveloppe. Grand-père connaissait la vérité bien avant aujourd'hui. Céline s'est alors levée, sa voix ferme. Elle a raconté à la salle comment Arnaud avait parlé de sa décision, combien il était fier de laisser son héritage à quelqu'un qui le valorisait. Du fond de la salle, la voix de Chloé s'est fait entendre.
J'étais dans la chambre d'hôpital quand on l'a traité de malédiction. J'ai aussi vu la montre de famille être prise. Les murmures ont enflé, une marée changeante de perceptions. Je les ai remerciées toutes les deux, non pas pour m'avoir défendu, mais pour avoir défendu la vérité. Maître Delacroix scannait déjà la foule, cataloguant les réactions comme une consultante en juré. Solange et Étienne étaient assis, raides maintenant, leur confiance antérieure envolée. Lorsque la réunion a été ajournée, les gens se sont approchés de moi en file. Poignées de main, mots discrets, quelques hochements de tête fermes. Dehors, l'air de la nuit était vif. Maître Delacroix marchait à mes côtés. Nous avons renversé la vapeur ce soir, a-t-elle dit, mais ils ne battront pas en retraite discrètement. J'ai atteint ma voiture juste au moment où un SUV sombre est passé, ralentissant jusqu'à ce que la vitre teintée s'abaisse d'un pouce. La voix d'un homme est venue de l'intérieur ombragé. Vous vous faites des ennemis dangereux. Puis il a disparu, ses feux arrière avalés par l'obscurité. Je suis resté là un moment, le cœur calme, non pas par sérénité, mais par certitude. Cela venait de dépasser la politique familiale. Je me suis réveillé dans mon appartement avec l'odeur du café venant de la cuisine. La réunion de Genève se rejouait dans mon esprit comme un florilège, les visages changeant lorsque l'enregistrement a été diffusé, l'onde de choc dans la foule à la lecture de la lettre d'Arnaud. Un instant, il y eut un soulagement. J'avais la communauté derrière moi, mais le soulagement ne dura pas longtemps. Il ne dure jamais quand on connaît les gens contre qui on se bat. Le message de Junie était toujours épinglé en haut de mes SMS. Appelle-moi quand tu seras prête. Céline en avait envoyé un plus court. Tu t'es parfaitement débrouillé. Je les ai lus tous les deux fois avant de poser le téléphone. Gagner une bataille ne met pas fin à la guerre. Cela change simplement le terrain. Maître Delacroix m'avait laissé un message vocal tard la nuit dernière. Sa voix était calme mais sèche. Nous devons nous rencontrer ce matin. En privé. Apportez vos notes sur les témoins et tout ce que vous avez des dernières 48 heures. Je constituais cette liste depuis des jours. Témoins, enregistrement, chaque faux pas de Solange et Étienne. J'ai étalé les papiers sur la table basse, soulignant les lacunes, notant les vulnérabilités. Au moment où Maître Delacroix est arrivé, le café était terminé et mon salon ressemblait au bunker d'un stratège. Bonjour, dit-elle, posant un sac en papier avec des viennoiseries sur le comptoir et un épais dossier sur la table, marqué en gras. Plan d'action. Passons-le en revue, dit-elle en prenant le fauteuil en face de moi. Nous avons passé au peigne fin les dépositions des témoins. L'offre de Chloé de témoigner sur le commentaire de la malédiction et la montre manquante. La confirmation par Céline de l'intention d'Arnaud. La copie de la lettre scellée était maintenant indexée et enregistrée comme preuve. Son plan était simple mais agressif, déposer une requête préventive pour bloquer tout transfert d'actifs avant même qu'il ne puisse tenter quoi que ce soit. J'ai accepté, mais j'ai ajouté, nous devons contrôler le récit en dehors de la salle d'audience aussi. Ils ont planté des graines sur ma stabilité. Il faut les arracher avant qu'elles ne poussent. Elle n'a pas discuté. Nous rédigerons un communiqué de presse après le dépôt de la requête. Restons factuels. Restons propres. Le pacte semblait solide lorsque nous nous sommes serrés la main. Plus d'attente pour contrer leurs coups. Désormais, nous agissions en premier. Mon téléphone a sonné en pleine réunion. Le numéro était familier. La succursale du centre-ville de ma banque. La voix du directeur était polie mais formelle. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez passer aujourd'hui pour clarifier quelques questions d'autorité sur les comptes. Une sonnette d'alarme a retenti dans ma tête. Je n'avais initié aucun changement. La mâchoire de Maître Delacroix s'est crispée. Ils vont essayer de faire passer quelque chose avant que nous ne déposions. Allons-y maintenant. J'ai attrapé mon sac et nous sommes partis en quelques minutes. Dans la voiture, elle m'a rappelé, laissez-les parler en premier. Vous saurez exactement où ils visent. Le bureau du directeur était vitré et donnait sur le hall principal. À travers, je les ai vus. Solange dans une veste bleu pâle, Étienne adossé à sa chaise comme s'il était chez lui. Le directeur s'est levé quand nous sommes entrés. Madame, merci d'être venue si vite. Ses yeux allaient de moi à mes parents. Solange a commencé avant même que je ne m'assoie. Nous sommes là pour aider à gérer les choses pour Ariane pendant qu'elle se remet encore. Elle a traversé une épreuve terrible, et cet héritage est considérable. Il serait plus sûr que nous ayons un contrôle conjoint,
juste jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau en pleine forme. Je l'ai laissé finir, puis j'ai sorti de mon dossier ma pièce d'identité, les documents juridiques certifiés et une copie de la lettre scellée d'Arnaud que j'ai posée devant le directeur. Les instructions de mon grand-père étaient explicites. L'autorité unique me revient. Le directeur a lu la première page, sa posture changeant à mesure que le poids de celle-ci s'enregistrait. Je vois. Dans ce cas, il n'y a rien de plus à ajuster. Étienne a émis un faible grognement. Ce doit être un malentendu. Solange n'a pas pris la peine de cacher son regard noir. Je me suis penché en arrière, calme. Pendant que nous sommes ici, j'aimerais ajouter quelques garanties. Vérification par mot de passe sur tous les comptes. Aucune autorisation à des tiers à moins que je ne sois physiquement présente. Et je veux une confirmation écrite aujourd'hui, a ajouté Maître Delacroix. Assurez-vous que la restriction est signalée sur tous les systèmes internes. Le directeur a hoché la tête rapidement, tapant des notes. En 15 minutes, il m'a remis la confirmation signée. En sortant, je l'ai senti. Pas un triomphe exactement, mais le clic solide d'une porte se verrouillant de mon côté. Contrôle les clés, m'avait dit Arnaud un jour, et tu contrôles le château. Nous n'avons pas regardé en arrière en quittant le bâtiment. Dans la voiture, Maître Delacroix a bouclé sa ceinture et a expiré. Ils sont à court de coups. Je me suis permis un petit sourire. C'est là que les joueurs désespérés deviennent imprudents. Mon téléphone a vibré avant que le feu ne passe au vert. La voix de Junie s'est fait entendre. Urgent. Tu dois voir ce que j'ai trouvé caché sous le plancher. L'adrénaline a monté. C'est quelque chose qu'il cherchait? Je ne pense même pas qu'il sache que c'est là, a-t-elle dit. Nous nous sommes engagés dans la circulation en direction de son emplacement. 2 pâtés de maison plus loin, je l'ai vu dans le rétroviseur latéral. Une berline noire se glissant dans notre voie. Quand nous avons tourné à droite, elle a fait de même. Quand nous avons changé de voie, elle a suivi. Je n'ai pas eu besoin de le dire à voix haute. Maître Delacroix l'a vu dans le rétroviseur en même temps que moi. Ce n'était pas une coïncidence. La lumière du matin à travers les fenêtres du bureau de Maître Delacroix semblait plus vive qu'elle n'aurait dû, comme si la journée n'avait aucune envie d'adoucir les angles. Elle était déjà assise à son bureau quand je suis entré. Un bloc-notes juridique devant elle et le paquet scellé d'Arnaud d'un côté. À côté, une enveloppe plus mince, timbrée et notariée. Ceci, dit-elle en tapotant le paquet scellé, est une deuxième lettre notariée. Elle dit exactement la même chose que la première, pourquoi il vous a tout laissé et pourquoi vos parents sont exclus. Mais ceci, elle tapota la plus petite enveloppe, et la clause de protection. Elle est hermétique. Légalement, elle leur coupe l'accès à tous les actifs, quoi qu'ils déposent. Je pris une profonde inspiration, laissant le poids de tout cela s'installer. L'armure se forge avant la bataille, pas pendant, m'avait dit Arnaud un jour. Il forgeait celle-ci depuis des années. Nous avons défini l'ordre des témoins. Céline pour établir l'intention, Chloé pour confirmer ce qui s'est passé à l'hôpital, et puis moi, avec la lettre d'Arnaud comme encre. Les yeux de Maître Delacroix croisèrent les miens. Ce sera le moment où la balance penchera pour de bon. Êtes-vous prête? Oui, dis-je. Finissons-en. 2 jours plus tard, le tribunal judiciaire sentait légèrement le vieux papier et le bois poli. Les chaises à haut dossier le long du mur étaient pleines, le silence n'étant rompu que par le bruit des dossiers que l'on remuait. Solange et Étienne étaient assis à la table adverse, l'air assez composé pour figurer sur une couverture de magazine. Junie était au dernier rang, me faisant un signe de tête discret. Le juge parcourut le rôle, notant l'intérêt public de l'affaire en raison de la notoriété locale de la famille. L'avocat de Solange se leva le premier, demandant des éclaircissements sur la validité du testament. Son ton était poli mais insistant. Je ne répondis pas. C'était la reine de Maître Delacroix. Elle commença avec la voisine. Céline s'approcha calmement de la barre, prêta serment et parla sans hésitation des paroles d'Arnaud. Comment il avait dit que je comprenais la valeur au-delà de l'argent, comment il avait refusé la demande de mes parents de mettre la maison à leur nom. Chloé suivit. Son témoignage était calme, presque clinique, alors qu'elle décrivait le commentaire de la malédiction à l'hôpital et le moment où elle avait vu la montre retirée de mes affaires. L'avocat de Solange tenta de suggérer qu'elle avait mal entendu ou mal interprété, mais Chloé ne broncha pas. Je sais exactement ce que j'ai vu, et je sais ce que j'ai entendu, dit-elle. Le juge prit des notes, écoutant sans interruption.
Quand Maître Delacroix me regarda, je sus que c'était mon tour. Je pris la barre avec la lettre scellée à la main. Le papier se déchira proprement lorsque je l'ouvris. Ma voix était ferme tandis que je lisais les mots d'Arnaud. Des éloges pour mon intégrité, le récit du travail que nous avions fait ensemble sur la propriété, sa certitude que je préserverais ce qu'il avait construit. Puis vint l'avertissement, son instruction explicite que Solange et Étienne ne devaient pas interférer, en se basant sur une conduite passée incompatible avec la gérance. La salle était silencieuse, à l'exception de ma voix. Solange fixait droit devant elle, la mâchoire serrée. Étienne bougeait sur son siège, les yeux fixés n'importe où sauf sur moi. Quand j'eus terminé, je pliai la lettre, la posai sur la table des pièces à conviction et pensai, ce n'est pas seulement ma victoire. C'est sa voix qui parle d'outre-tombe. Maître Delacroix se leva de nouveau, tenant la plus petite enveloppe. Votre honneur, voici une clause de protection signée et notariée par Arnaud Dubois. Elle interdit expressément et irrévocablement à Solange Grovet et Étienne Henly d'exercer tout contrôle, réclamation ou autorité sur la succession ou ses actifs. Des murmures parcoururent la salle. Même les sourcils du juge se haussèrent. Maître Delacroix exposa sa force juridique, comment elle prévalait sur les contestations, comment elle verrouillait la succession hors de leur portée. Le juge parcourut le document, puis leva les yeux. Il semble que cela règle la question de manière concluante. D'où j'étais assise, je pouvais voir le changement chez Solange, le défi laissant place à quelque chose de plus proche de la résignation. Le marteau n'était pas encore tombé, mais la forme du résultat était gravée dans la pierre. Le juge ordonna une suspension d'audience avant de rendre sa décision finale. Alors que je me levais, Maître Delacroix se pencha. Nous avons gagné sur le papier, mais il pourrait essayer quelque chose en dehors. Restez sur vos gardes. Dans le couloir, le brouhaha des conversations semblait à des kilomètres jusqu'à ce qu'un homme que je ne reconnus pas me frôle, glissant une note pliée dans ma main sans ralentir. J'attendis qu'il disparaisse dans la foule pour l'ouvrir. D'une petite écriture soignée, Arnaud a laissé autre chose. Ils ne le savent pas, mais moi si. Mon pouce accéléra. Je glissai la note dans ma poche sans la montrer à Maître Delacroix. Au moment où nous atteignîmes les marches du palais de justice, je savais que ce n'était pas fini. Le champ de bataille venait de se déplacer. La matinée se leva dans le calme, le genre de tranquillité qui semble délibérée. Je suis sorti sur mon balcon, Lyon s'étendant largement sous un ciel pâle, les bâtiments captant les premiers reflets du soleil. L'air était vif, teinté de cette légère odeur métallique qui précède le réveil complet de la ville. D'ici, la distance entre là où j'avais commencé, faible, branchée à des moniteurs dans un lit d'hôpital, et là où je me tenais maintenant semblait presque impossible. La survie avait été la première victoire. Mais la liberté, c'était le véritable objectif. Sur le comptoir de ma cuisine se trouvait la note pliée de l'étranger devant le palais de justice. Je l'avais lue une fois, juste assez pour voir l'adresse à Genève, mais je l'ai laissée là. Ce n'était pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agissait de couper les derniers liens financiers qui me liaient à Solange et Étienne. Maître Delacroix appela à l'heure précise. Nous sommes prêts pour 14 heures dans la salle de réunion. Terrain neutre. Parfait, dis-je. Pas davantage du terrain pour personne. Elle n'eut pas besoin d'en dire plus. Nous savions toutes les deux ce qui était en jeu. En début d'après-midi, j'entrai dans la salle de conférence vitrée que Maître Delacroix avait choisie. Elle était déjà là, empilant des documents soigneusement engloutis, les cessations définitives des comptes joints, le retrait des actes de propriété co-signés, les derniers vestiges des liens juridiques partagés. Je pris place à côté d'elle. Plus que prête, répondit-elle, en faisant glisser un stylo de mon côté de la table. La porte s'ouvrit. Solange entra la première, son parfum la précédant, suivi d'Étienne dans un blazer marine. Les coins de sa bouche se relevèrent en ce demi-sourire calculé. Il semblait s'attendre à une négociation, pas à une clôture. Junie était assise au fond, les bras croisés. Ici comme mon témoin silencieux. Maître Delacroix commença sans cérémonie. Ces documents sépareront de manière permanente tous les intérêts financiers et immobiliers entre Ariane et ses parents. Une fois signés, il n'y aura plus de compte joint, plus d'actifs partagés, et aucune autorité sur les biens de l'autre. Solange se pencha en arrière, croisant les mains. C'est une mesure drastique, ne trouves-tu pas? Nous pourrions trouver un arrangement mutuellement bénéfique, ajouta Étienne. Tu parles de couper les ponts, Ariane. La famille ne fait pas ça. Je l'ai laissé parler,
écoutant jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leurs arguments, plaidant, raisonnant, faisant allusion à des obligations. Quand ils se turent enfin, je pris le premier document. Je signai lentement, mon stylo stable, croisant le regard de Solange lorsque je le levai. Ce n'est pas de la vengeance, dis-je. C'est de l'autoprotection. Ses lèvres s'amincirent. Ingrate. La loyauté, répondis-je d'un ton égal, se gagne, elle ne s'hérite pas une par une, les signatures furent apposées. Le représentant de la banque au bout de la table rassembla chaque page, tamponnant et paraphant. Ces changements sont effectifs immédiatement et irréversibles, confirma-t-il. Les mots frappèrent Solange plus durement que tout ce que j'avais dit. Pour la première fois, elle parut incertaine. Étienne la regarda, mais aucun ne parla. Je rassemblai mes copies, les plaçai dans mon sac et me levai. Merci d'être venu, dis-je, mon ton final. Solange se leva aussi. Nous pouvons encore en parler. Non, dis-je, poli mais ferme. Nous avons fini de parler. Junie se déplaça avec moi vers la porte, sa présence un bouclier silencieux. Dehors, le soleil de fin d'après-midi me frappa le visage, et je sentis quelque chose se dénouer en moi. Ce n'est pas l'absence de chaîne que l'on remarque en premier. C'est la façon dont on peut bouger sans elle. Maître Delacroix nous rejoignit sur le trottoir. C'était la vraie victoire, dit-elle doucement. De retour à mon appartement, je laissai les documents sur le bureau et commençai à déplacer les meubles, à déballer les derniers cartons du garde-meubles. L'espace me semblait plus mien à chaque mouvement. Sur une nouvelle étagère près de la fenêtre, je posai la montre de famille d'Arnaud, polie et tic-tacant doucement, un rappel d'où je venais et pourquoi je m'étais battu jusqu'ici. Je sortis mes notes budgétaires, faisant des ajustements pour les projets caritatifs dont Arnaud et moi avions parlé. Les chiffres étaient clairs maintenant. Pas de passif caché, pas de nom de quelqu'un d'autre. Les mots de Maya Angelou me traversèrent l'esprit. Je peux être changé par ce qui m'arrive, mais je refuse d'être réduite par cela. Avant le coucher du soleil, j'envoyais des messages aux personnes qui m'avaient soutenu. Chloé, Céline, Junie, Maître Delacroix. Juste 2 mots à chacune. Merci. Alors que la nuit tombait, je me versai une tasse de thé et m'assis près de la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient au loin. Je dépliai enfin la note de l'étranger. Une adresse à Genève. En dessous, ce qu'il a laissé est toujours là. Mon pouce accéléra. Je pris une photo et l'envoyai à Maître Delacroix avec un court SMS. Nous devons y aller demain. La vapeur de montée s'élevait en volute, se fondant dans l'obscurité. Quoi que ce soit à cette adresse pourrait tout changer à nouveau. Le lendemain matin se leva avec une brume basse accrochée au sol, le genre qui transforme tout en silhouette. Maître Delacroix me rejoignit devant mon immeuble. Junie était déjà sur le siège passager de son SUV. Je suis monté, serrant la note avec l'adresse de Genève comme si elle pouvait se dissoudre si je la lâchais. Personne ne dit grand-chose pendant le trajet. Le silence semblait être le bon type d'armure pour ce que nous pourrions trouver. Nous avons quitté la route principale pour une piste de gravier bordée de mauvaises herbes givrées. Au bout se trouvait un hangar de stockage usé par le temps, sa peinture rouge délavée jusqu'à la rouille. Gauthier, l'homme des marches du palais de justice, attendait près des portes cadenassées. Son manteau était usé, sa poignée de main ferme. Arnaud me faisait confiance, dit-il sans préambule, il a dit que si les choses tournaient mal, vous auriez besoin de ce qu'il y a là-dedans. Je croisai son regard. Si c'est ce que je pense, ça se termine aujourd'hui. Il glissa la clé dans la serrure. Le métal gémit en tournant. À l'intérieur, l'air était froid et sentait le cèdre et la poussière. Une armoire en acier se dressait dans le coin, sa surface rayée mais robuste. Gauthier sortit une autre clé de sa poche et me la tendit. Votre grand-père m'a fait promettre que vous seul l'ouvririez, dit-il. La serrure cliqueta et les portes s'ouvrirent pour révéler des registres bien empilés, des enveloppes épaisses scellées avec des tampons de notaire et une petite mallette noire. À l'intérieur de la mallette, une clé USB et une enveloppe marquée de l'écriture d'Arnaud. Pour Ariane. Junie se pencha. C'est son écriture. Je la reconnaîtrai n'importe où. Je glissai la clé USB dans mon ordinateur portable. L'écran s'illumina avec un fichier vidéo. Arnaud apparaissait en bonne santé, sa voix ferme. Si vous voyez ceci, c'est qu'ils sont passés à l'action, commença-t-il. Et s'ils l'ont fait, je veux que tout le monde sache exactement pourquoi mon testament dit ce qu'il dit.
Solange et Étienne, vos schémas sont clairs. Vous prenez, vous manipulez, et vous appelez ça de l'amour. Ariane, tu as toujours compris que la valeur n'est pas seulement l'argent, c'est l'intégrité. C'est pourquoi tout est à toi. Gauthier montra les registres, des contrats signés, des titres de propriété, même des relevés bancaires, tout ce qui étayait ses affirmations, le tout notarié. Le visage de Maître Delacroix était impassible, mais sa voix était certaine. Nous ferons cela publiquement. Cet après-midi-là, nous étions devant le palais de justice. Maître Delacroix avait organisé une conférence de presse impromptue, le genre qu'on ne peut ignorer quand la nouvelle se répand vite dans une ville comme celle-ci. Les journalistes s'agglutinaient sous l'auvent, caméra prête. J'ai parlé brièvement, puis j'ai passé le micro à une petite enceinte portable reliée à mon ordinateur portable. Le visage d'Arnaud remplit l'écran, sa voix portant à travers l'air froid. C'est mon testament, ma voix, et mon choix, dit-il dans la vidéo. Personne d'autre n'a le droit de le modifier. À mi-parcours, Solange et Étienne arrivèrent, leurs pas rapides, mais leurs expressions crispées. Les caméras capturèrent chaque frémissement de leur réaction. Je ne les regardais pas. Je laissais simplement les mots d'Arnaud flotter là. Indéniable. Quand la vidéo se termina, je revins au micro. C'est la voix de mon grand-père et sa volonté. Tout le reste n'est que du bruit. Les questions fusèrent, mais je ne répondis pas. Au lieu de cela, je me suis détourné, laissant l'image d'eux, silencieux, acculés, gravée dans la journée. À l'intérieur du palais de justice, Maître Delacroix déposa immédiatement les preuves, demandant une décision accélérée. Le juge, après avoir examiné les documents et la vidéo, accepta. Tous les actifs restent à Mademoiselle Dubois. Toutes les contestations antérieures sont rejetées avec préjudice. La clause de protection est maintenue. Des huissiers de justice signifièrent à Solange et Étienne sur place l'ordre de quitter toute propriété de la succession dans les 48 heures. Ils ne parlèrent pas, et pour une fois, je ne ressentis pas le besoin de combler le silence. Ce soir-là, mon appartement était plein, mais de la bonne manière. Junie apporta du vin, Chloé et Céline apportèrent de la nourriture, et Maître Delacroix apporta un sourire que je ne lui avais jamais vu au tribunal. Nous avons mangé à la table de ma cuisine, la montre d'Arnaud placée au centre. Je levai mon verre. À Arnaud, pour avoir vu la vérité avant moi, et à vous toutes, pour m'avoir soutenu quand ça comptait. Les rires vinrent facilement. Pour la première fois depuis des mois, nous avons parlé de tout sauf du combat, film, voyage, même de recettes terribles que nous avions essayées pendant le confinement. Le matin arriva avec le bruit de la ville qui se réveillait. Je suis passé devant les marches du palais de justice où tout avait commencé. Le kiosque à journaux voisins affichait ma victoire en première page. Au bout de la rue, un camion de déménagement était garé. Solange et Étienne chargeaient des cartons, leurs mouvements vifs. Nous n'avons pas échangé de mots, juste un long regard qui disait tout sur les fins. Alors que je me tournais vers ma voiture, Gauthier apparut d'une rue adjacente. Arnaud serait fier, dit-il. Mais il vous dirait aussi, n'arrêtez pas de construire. J'ai souri, pensant déjà à la suite. Pas pour eux, pas par vengeance, mais pour moi. Ils avaient essayé d'écrire mon histoire. J'ai repris le stylo.